Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag, une émission qui se déroule aujourd'hui à Stuttgart. Nous sommes devant l'Institut Fraunhofer, un haut lieu de la recherche sur le son et les nuisances sonores, avec des expériences qui font du bruit, vous allez le voir. Bien entendu, à tout moment, nous sommes également sur arte.tv/futurmag, ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, place au sommaire. Cette semaine, Futur Mag va faire du bruit. Et ça tombe bien, nous irons en Israël découvrir les toutes dernières innovations dans ce domaine. Créer une bulle de silence autour de soi, c'est possible. Puis direction le Togo, où de jeunes passionnés fabriquent des ordinateurs dans des bidons de plastique, avec des matériaux électroniques de récupération. Un moyen de rendre cet outil accessible à tous. Ça peut leur permettre de pouvoir eux-mêmes faire leur propre ordinateur, ce qui n'était pas aussi évident, vu les problèmes sociaux que nous avons ici. Et enfin, nous découvrirons deux techniques révolutionnaires pour réparer ou remplacer les os du corps humain lorsqu'ils sont cassés. On constate que cet écart interfragmentaire a été comblé grâce à la greffe et aux cellules souches que nous avons mis en place. Étudier les sons pour réduire la pollution sonore, c'est une des spécialités de l'Institut Fraunhofer et c'est le sujet de notre rubrique Terre aujourd'hui. Mais avant de découvrir les étranges expériences menées dans ce genre de pièces, laissons M. Keller nous expliquer la différence entre un bruit et une nuisance sonore. Pour connaître l'intensité du bruit, M. Keller utilise un appareil qui mesure les sons en décibels. L'échelle des décibels monte à 191 décibels au maximum, ce qui correspond au bruit d'une fusée au décollage. Le 0 décibel correspondant au silence total. Pour l'homme, être exposé longtemps à des niveaux supérieurs à 85 décibels peut être dangereux. C'est le niveau de bruit d'une cantine bruyante, par exemple. À partir de 120 décibels, M. Keller a mal aux oreilles et au-dessus de 140, il peut perdre définitivement l'audition. Quand il se promène en ville, M. Keller est constamment agressé par le bruit. Moto bruyante, klaxon, tondeuse à gazon, marteau-piqueur, musique trop forte, toutes ces sources de bruit peuvent dépasser le seuil de dangerosité. 80 millions d'Européens sont confrontés quotidiennement à des niveaux de bruit jugés inacceptables par les scientifiques. Alors pour réduire les risques sur sa santé, que peut faire M. Keller contre le bruit ? Assourdissant, criard, tonitruant, les mots ne manquent pas pour qualifier ces bruits qui nous cassent les oreilles. Et pour cause, ils sont nombreux dans notre quotidien. Pourtant, il existe des solutions pour les réduire au silence. Je vous propose de les découvrir en prenant la direction de la ville de Lyon. Le bruit en milieu urbain est omniprésent. Considéré comme un véritable facteur polluant, le bruit perturbe l'organisme. Il peut entraîner des problèmes d'irritabilité, d'insomnie ou de dépression. Et pour résoudre ce véritable problème de santé publique, de nombreuses innovations sont mises en place. Ce village de l'agglomération lyonnaise a l'air paisible. D'apparence seulement, car il est situé à quelques kilomètres de l'aéroport international de Lyon. François Rosier est responsable de cette école primaire perturbée par le passage incessant des avions. Et voilà, il y a 4 minutes qu'il venait d'en passer un, en voilà un autre, vous voyez, vous suivez le couloir, il est juste dessus, là, voilà. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une classe qui n'est pas isolée aujourd'hui, toutes les 4 minutes, vous vous arrêtez de parler pour pouvoir attendre que l'avion soit passé. Quand vous recommencez, vous avez commencé à expliquer, il y a un nouvel avion qui passe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très content d'avoir bénéficié de cette isolation acoustique, on va dire. Il y a peu de temps, l'école a bénéficié d'un programme d'insonorisation financé par l'aéroport. Bonjour. Bruno Vincent est docteur en psychologie acoustique. Il vient aujourd'hui vérifier la qualité de l'isolation phonique. Là, déjà de visu à la louche, on est à facilement 30 décibels d'atténuation liée au bâtiment, ce qui est une bonne isolation. L'isolation acoustique ne doit pas être prise à la légère, car une exposition au bruit peut avoir des conséquences néfastes sur les conditions de travail.
Une particularité pour le bruit aérien, c'est que c'est un bruit relativement court, mais relativement intense. Donc il peut avoir des interférences, notamment pour les écoles, dans les processus d'apprentissage, puisqu'il va y avoir une interaction, enfin un effet sur le dialogue, sur le discours et donc sur la compréhension. Outre les fenêtres, les portes et les murs, c'est surtout le toit qui a fait l'objet d'une isolation particulière à l'aide d'une laine de verre dernière génération. C'est vrai que vous avez une charpente qui a 150 ans au moins, donc qui était mal isolée parce qu'on voyait encore les chevrons apparents et tout ça. Donc aujourd'hui, ils nous ont isolés sous les chevrons avec de la laine de verre. Cette laine de verre, à l'apparence si commune, est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est au CSTB, le Centre supérieur technique du bâtiment en région parisienne, qu'elle a été mise au point. Ici, vous êtes au laboratoire d'essais acoustiques du CSTB. On y teste tous les matériaux vis-à-vis de leurs propriétés acoustiques. Plusieurs types de laine de verre sont testés ici. Des isolants à structure poreuse qui, tel un matelas fibreux, emprisonnent de l'air immobile pour piéger et amortir le bruit. Sur les matériaux dits poreux, on peut venir rajouter des pores qui soient plus gros et ça peut avoir un certain intérêt sur les aspects acoustiques, mais on peut aussi optimiser la taille des fibres ou voir la forme des fibres. Une fois la fibre installée, un toit est posé par-dessus pour tester ce système d'isolation. Des bruits au niveau très élevé sont générés dans une chambre d'émission qui ressemble à un grand conteneur placé au-dessus du toit. Donc là, on est environ à 90 décibels à l'émission. 90 décibels, c'est l'équivalent du passage d'un train à grande vitesse à quelques mètres, la limite de dangerosité pour l'oreille humaine. Pour vérifier les performances isolantes de cette laine de verre, Jean-Baptiste nous emmène juste en dessous du toit, dans ce qu'on appelle la salle de réception. Et le résultat est impressionnant. Et on a un isolement ici effectif à peine une cinquantaine de dB, 48 dB. Grâce à ce matériau, près de 50 décibels ont été gagnés. Une performance, mais pas encore le calme absolu. D'autres recherches visent non pas à atténuer un bruit désagréable, mais à l'annihiler complètement. En Israël, en périphérie de Tel Aviv, une start-up propose une solution technologique révolutionnaire. Créer le silence en fonction du type de bruit auquel on est exposé. Bonjour, bienvenue. Entrez s'il vous plaît. Yoel Nahor, le directeur marketing, nous montre son prototype, la Bubble Quiet. Comprenez, bulle de silence. Pour le tester, ils ont fabriqué cette cabane en bois qui reconstitue l'univers sonore de l'habitacle d'un camion. Voici le siège du camion. Vous pouvez voir les haut-parleurs qui sont utilisés pour créer la bulle de silence, de 50 cm autour du sujet. Ce sont ces deux petits haut-parleurs qui vont créer un anti-bruit. Dans cette cabine, on envoie le son assourdissant du moteur. Le cobaye prend place et porte sur les oreilles un casque qui va servir aux mesures acoustiques. Écoutez cette expérience incroyable. On entend le bruit important du moteur et après le bip, le système est mis en marche. Le son que vous entendez maintenant, c'est le son qu'on entend dans la Bubble Quiet. J'enregistre dans mon ordinateur le spectre sonore autour des oreilles de Félix. Puis, on déclenche le système pour activer l'anti-bruit et on enregistre le bruit à nouveau pour visualiser le niveau sonore obtenu. On a une réduction de son que vous pouvez voir sur la courbe du dessous. Elle est d'environ 10 décibels par rapport au son initial, ce qui est vraiment bien. Cette réduction du bruit correspond pour l'oreille humaine à la perception d'un son divisé par deux. Tout le secret de cette technologie réside dans une puce électronique. L'onde sonore émise est enregistrée par des micros, puis transmise dans cette puce électronique qui analyse le son. La puce recrée un son d'une amplitude contraire au bruit entrant. Les deux amplitudes s'ajoutent et se neutralisent, ce qui diminue le bruit final. La neutralisation du son par ce contre-bruit se passe dans un espace en forme de bulle autour de l'individu. S'il reste encore des progrès à réaliser pour neutraliser complètement le bruit, la société a déjà des clients intéressés.
On a des demandes pour des applications commerciales, comme pour traiter le ronflement. Si on a des problèmes de ronflement, cette solution pourra être envisagée dans le futur. Mais la PME vise surtout le secteur industriel, comme par exemple celui de l'électroménager. Ici, la Bubble Quiet est testée dans une hotte de cuisine. À terme, ce sont tous les appareils bruyants qui nous entourent qui nous paraîtront silencieux. Avec une telle technologie, peut-être pourra-t-on un jour s'isoler du bruit en toutes circonstances. Notre institut dispose d'une série de laboratoires acoustiques aux propriétés bien spécifiques. Venez, je vais vous en montrer un. Impressionnant. Dans cette salle, vous étudiez la propagation du son et sa réflexion sur les murs. On ne va pas pouvoir faire l'interview ici, on a l'impression d'être dans une cathédrale. Philippe Leifner, vous êtes directeur du département acoustique de cet institut, qui est un endroit étrange, et cette pièce en particulier, à quoi sert-elle ? On pourrait s'attendre à ce que dans une salle de cette dimension, cela résonne comme dans un hall de gare ou une église. Mais si on tend l'oreille, on se rend vite compte que la pièce... Le son change quand on rentre. La réverbération est très atténuée. Et si on jette un coup d'œil plus attentif, on se rend compte que les murs et le plafond, c'est sur ce dernier que c'est le plus flagrant, sont recouverts d'absorbeurs ou d'isolants acoustiques très performants, qui empêchent le son de résonner comme dans une église, une gare ou un gymnase. Et les micros ? Des micros sont disposés ici afin d'enregistrer et de mesurer l'acoustique. Cette rangée de micros a pour but de mesurer, d'un point de vue acoustique, une source sonore, en l'occurrence celle d'un véhicule, et notamment ce que l'on nomme le bruit au passage de ce dernier. Si on teste l'acoustique avec la voiture, ça donne quoi ? Alors on peut utiliser par exemple... Ah, c'est puissant. Le klaxon reste évidemment très fort, mais on entend bien que dans ce laboratoire, le son est différent, qu'il s'agisse du klaxon ou de nos voix. Le bruit du klaxon n'est en effet pas amplifié ou réfléchi, car à l'exception du sol, toutes les surfaces absorbent le son. Le son n'est donc pas réverbéré. Professeur, quels sont les objectifs de toutes les recherches qui sont menées ici ? L'un de ces objectifs est de rendre plus silencieux, entre autres, les machines et les véhicules, de réduire les bruits de notre environnement, et ce, de manière significative. Mais notre mission ne se limite pas seulement à réduire le bruit. Elle consiste également à le caractériser. Et vous faites aussi du design de son, de bruit ? Oui, d'une certaine manière, nous modélons aussi les sons. Le bon vieux clignotant est un parfait exemple de cela. Autrefois, le son du clignotant était produit par un bruit typiquement binaire de commutateur. Mais ils sont devenus complètement obsolètes aujourd'hui. Pourtant, nous avons conservé ce bruit, afin qu'on se dise « Ah, voilà ce bon vieux bruit de clignotant ». C'est le cas sur la plupart des véhicules. Il en va de même pour le bruit des moteurs, ou pour d'autres signaux d'avertissement sur les voitures. D'un pays à l'autre, d'ailleurs, comme au Japon, certains détails diffèrent. C'est parce que les attentes ne sont pas les mêmes pour les conducteurs japonais que pour les Européens. Et à quelles innovations, qui concernent mon quotidien par exemple, ont abouti les expériences qui ont été menées ici ?
On retrouve des innovations effectivement chez soi, comme l'aspirateur qui est un classique du genre. Il doit émettre un bruit afin que l'on sache qu'il est en marche, mais ne doit pas être trop bruyant afin que l'on puisse écouter la radio ou suivre une émission de télé en même temps. D'autres innovations contre le bruit nous environnent, bien qu'elles soient moins visibles. C'est le cas des façades des constructions de qualité j'entends. Aujourd'hui, elles nous isolent bien plus efficacement qu'avant des nuisances sonores extérieures comme la circulation. Vous travaillez aussi beaucoup, je crois, sur la perception du son. Est-ce qu'on est tous égaux devant le bruit ? Oui, dans l'ensemble, nous sommes tous égaux face au bruit. Les différences se font sentir dans notre manière d'appréhender telle ou telle situation. On ne ressent pas la même chose quand on est dans les bouchons ou quand on est dans son fauteuil chez soi. Et un son puissant dérangera certaines personnes, mais en réjouira d'autres. Professeur, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cet endroit qu'est le département acoustique de l'Institut. Bonne continuation dans vos recherches. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les expériences qui sont menées ici, je vous renvoie sur le site arte.tv/futurmag. Pour notre rubrique objet, nous changeons de continent, direction l'Afrique et le Togo. Là-bas, difficile de se procurer un ordinateur. Alors des informaticiens se sont lancés dans un projet un peu fou. Fabriquer des ordinateurs à partir de composants électroniques usagés, assemblés dans des bidons en plastique. C'est le concept du Jerryclan. Regardez plutôt. Écrire grâce à un ordinateur, utiliser différents types de logiciels ou pouvoir simplement se connecter à Internet, autant d'outils indispensables pour accéder à la connaissance et éventuellement décrocher un métier. Aujourd'hui, 60% de la population mondiale n'a pas accès à l'outil informatique. Et c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est dans les pays en voie de développement qu'elle est la plus importante. Mais ces inégalités existent aussi dans les pays développés comme la France, où 17% de la population n'a pas accès à l'informatique. C'est à l'université de Gennevilliers que de jeunes passionnés d'informatique répondent à cette fracture. Nous sommes dans le Fab Lab de cette faculté, un lieu de fabrication numérique ouvert à tous, où une attention particulière est portée sur cet objet. Dans ce bidon se cache un ordinateur. Voici le Jerry, diminutif de Jerrycan, un ordinateur conçu uniquement à partir d'objets de récupération. Objectif, un ordinateur pour tous à 0 €. Le Jerry a d'abord été conçu pour répondre à la fracture numérique des pays du Sud afin que les plus démunis possèdent un ordinateur. À l'origine, Romain, spécialiste en management des systèmes informatiques. Ingénieur au sein d'une start-up pendant 2 ans, Romain a tout arrêté pour se consacrer à la conception de cet objet. Un ordinateur composé de 3 fois rien. Donc un Jerry, comme c'est un ordinateur classique, il y a les 3 composants essentiels. Un disque dur, la carte mère et l'alimentation électrique. Et à partir de là, lorsqu'ils sont montés ensemble dans un Jerry, on a une infrastructure informatique classique, voilà. Un ordinateur est composé de 3 pièces principales. Une carte mère qui est le support de tous les composants électroniques et qui contient entre autres le microprocesseur, véritable cerveau de l'ordinateur. Le disque dur, c'est la mémoire où l'on stocke tous les fichiers et données numériques. Évidemment, une alimentation électrique permet de mettre sous tension la machine. Voilà les 3 principaux éléments qui constituent un ordinateur. Et il ne reste plus qu'à brancher clavier, souris et bien sûr un écran. Toutes les pièces sont exclusivement issues de dons d'anciens parcs informatiques d'entreprise. Le Jerrycan, lui, est facilement trouvable gratuitement. Par exemple, les fast-foods l'utilisent pour stocker l'huile de friture. Donc, un Jerry ne coûte rien, puisqu'il est fabriqué à partir de matériaux de récupération. Et seule une journée suffit à assembler le tout. On dispose les composants à l'intérieur du châssis. Les composants sont fixés dans le bidon grâce à des vis et câbles eux aussi issus de récupération. Le Jerrycan est un contenant original, facile à percer. Il peut accueillir des pièces de toute taille. De plus, il est très facile à transporter. Organisé autour d'une communauté, le Jerryclan a pour mission de démocratiser l'informatique. Régulièrement, Romain organise des ateliers d'apprentissage. Le Relais 59
est un centre social dans le quartier de la gare de Lyon à Paris. Et c'est dans ce genre d'endroit que le Djeri trouve sa place pour lutter contre la fracture numérique. Bonjour à tous. Ce centre social accueille un public fragilisé de tout âge, n'ayant pas forcément accès à l'informatique. Pour les participants, c'est l'occasion d'apprendre à construire cet objet pour se le réapproprier. Ça va se casser. Voilà. Le but de ce genre de pratique là, c'est de démocratiser la connaissance, notamment en informatique, et de rendre accessible ce savoir à tous. Ça permet de démystifier l'aspect magique de l'ordinateur sous une forme ludique et voilà. Chacun ici décore le Djeri à son goût, une manière de le personnaliser, mais surtout un moyen pour ses participants, souvent en difficulté, de tisser un lien social. La mission de la communauté Djeri Clan, c'est de partager des moments comme ça, de création collective, où à la fin, tout le monde a donné un petit peu de soi et ça donne quelque chose qui dépasse les attentes individuelles, donc c'est très bien. Le Djeri Clan lutte contre la fracture numérique en France. Mais initialement, il a été créé à destination des pays du Sud, où le problème est bien plus important. Ces ordinateurs-là classiques sont pensés dans les pays du Nord, mais ne tiennent pas du tout compte des contraintes thermiques, de poussière, de pays du Sud, alors que Djeri a été pensé en tenant compte de ces utilisateurs-là. Grâce aux réseaux sociaux, la communauté est mondiale. Elle permet un véritable échange d'informations entre pays du Nord et pays du Sud. En Afrique de l'Ouest, le Djeri Clan est particulièrement présent. Lomé, capitale du Togo. Edem, 27 ans, est étudiant en biologie. Il est aussi spécialiste en informatique comme programmateur et développeur. Il est à la tête du Djeri Clan Togo et leader des ateliers en Afrique de l'Ouest. Régulièrement, il se rend au marché de Bossimé, dans le nord de la ville. Et c'est ici qu'il se fournit en jerrycan. Ici au Togo, il est évidemment facile de trouver des bidons parce que dans la vie quotidienne, nous en utilisons beaucoup. Le jerrycan, objet que les Togolais utilisent pour l'essence, l'huile, l'eau, pot de fleurs ou poubelle. Son prix, seulement 75 centimes d'euros. Et détourner cet objet en ordinateur est une évidence pour Edem. Aujourd'hui, il se rend dans une classe de 4e d'un collège de Lomé. Et pour ses enfants, l'outil informatique est rare. Est-ce que quelqu'un parmi vous ici maîtrise l'outil informatique déjà? Est-ce que vous avez un ordinateur à la maison? Est-ce que vous maîtrisez un peu l'ordinateur? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Oui. Toi seul? Pour Edem, le Djeri est la solution la plus adaptée pour que ces jeunes aient la chance d'acquérir un ordinateur. Les pièces informatiques proviennent des décharges de la ville où l'on trouve facilement des composants provenant d'Europe. Les claviers et écrans peuvent être récupérés grâce à la générosité d'entreprises locales. L'Afrique de l'Ouest, c'est le dépotoir informatique des pays occidentaux actuellement. Donc on se dit que voilà, avec tous ces éléments qu'on a sous la main, on peut facilement essayer de faire du bien avec, en les utilisant pour faire des Djeri. Vu que ça encourage le recyclage informatique, ça devient aussi un projet écologique. Et ça contribue principalement à la dépollution de l'Afrique. Sensibilisation au recyclage et à l'outil informatique. Un apprentissage fondamental et simple, notamment grâce à l'utilisation de logiciels gratuits accessibles à tous. Cet atelier permet aux élèves, surtout que nous avons devant nous ici, de pouvoir toucher l'outil informatique, de pouvoir eux-mêmes faire leur propre ordinateur, de maîtriser un peu les outils, ce qui n'était pas aussi évident, vu les problèmes sociaux que nous avons ici. Donc déjà, ça peut leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit sur ce que c'est que l'outil informatique. Attentifs, les enfants boivent les paroles d'Edem. Cet atelier provoque chez eux une passion et une envie de faire. Je suis un passionné de l'informatique. Ça m'intéresse parce qu'un jour, moi aussi, je veux fabriquer un Djeri. Je vais arriver à le faire, moi aussi. Certains d'entre eux ont déjà une petite idée de ce qu'ils pourront faire avec un Djeri. Moi aussi, j'ai un Djeri et je peux faire des dessins de SketchUp. Et SketchUp, c'est un logiciel 3D qui permet de dessiner des choses en 3D. Tout comme en France, le Djeri a trouvé sa place en Afrique.
Il réduit le fossé numérique et permet aux plus démunis d'avoir accès à l'outil informatique. Je m'investis beaucoup plus dans ce projet de manière à ce que moi j'ai eu en fait la chance de maîtriser l'outil informatique, contrairement à d'autres. Donc je les enseigne à travers ce projet Jerry. Et grâce au Jerry, Edem espère transmettre son savoir technologique aux générations futures. Donc en fait mon souhait c'est de voir cette Afrique un jour se relever en fait du côté informatique. Ça me donne envie de faire mon... Avoir un ordinateur, c'est bien, mais pouvoir le connecter à Internet, c'est encore mieux. Justement, une start-up kenyane vient de mettre au point une technique qui permet d'augmenter la couverture d'un réseau Wi-Fi. Et c'est notre bref du web. Dans beaucoup de régions du monde, l'accès à l'électricité et donc à Internet reste problématique. Une société kenyane a mis au point un boîtier très simple d'utilisation, offrant une connexion Internet en toutes circonstances, même en cas de coupure de courant. Ce boîtier appelé Brick fonctionne en se greffant sur les réseaux Internet sans fil disponibles aux alentours. Passant automatiquement de l'un à l'autre, il permet à l'utilisateur de se connecter sans souci. Ce projet kényan, qui a vu le jour grâce au financement participatif, a pour devise « Si ça marche en Afrique, ça va marcher dans le monde entier ». Dans notre rubrique Hommes, nous allons nous intéresser aux toutes dernières techniques médicales qui permettent de reconstruire les os du corps quand ils sont trop abîmés. Mais avant de voir comment on remplace un tibia ou un crâne aujourd'hui, voyons comment il se forme naturellement. Le squelette humain est composé de 206 os. Les os ont 3 fonctions principales. D'abord, comme les poutres et les murs d'une maison, ils permettent au corps de tenir debout. Ensuite, certains assurent la protection des organes internes. Enfin, aidé par les muscles, l'agencement des os permet d'effectuer toute une panoplie de mouvements. Les os se forment dès la vie embryonnaire. Des cellules osseuses les fabriquent petit à petit. Une fois les os construits, ces cellules n'arrêtent pas leur travail pour autant. Tout au long de notre vie, elles réparent constamment les os, victimes de microdégradations permanentes. Après certains traumatismes ou dans certaines maladies, ce renouvellement ne se fait plus. Il faut alors réfléchir à de nouvelles techniques pour remplacer un os détruit. La médecine qu'on appelle réparatrice a fait d'énormes progrès ces dernières années. Il est désormais possible d'imprimer des os en 3 dimensions ou de les fabriquer à partir de simples cellules. Nous partons tout de suite aux États-Unis dans un hôpital new-yorkais qui fait des merveilles dans le domaine. C'est au nord-est des États-Unis, à South Windsor, que nous démarrons notre voyage à la découverte des nouvelles innovations dans le domaine de la reconstruction osseuse. OPM est une société qui commercialise du matériel médical. Avec l'impression 3D, son fondateur, Scott DeFelice, a pu prendre un tout nouveau virage. Il s'est spécialisé dans la fabrication de prothèses osseuses du crâne dans un matériau synthétique proche de l'os. Avant l'impression 3D, pour fabriquer une prothèse avec le polymère PEC, vous deviez mouler quelque chose ou usiner quelque chose à partir d'un gros bloc de matériaux. C'était cher, cela prenait du temps, mais surtout, vous ne pouviez pas obtenir le modèle parfaitement correspondant à ce que vous vouliez. C'est pour toutes ces raisons que nous utilisons cette technologie qui nous a permis de résoudre ce problème. Comment fonctionne cette imprimante 3D ? Elle permet de créer un objet en 3 dimensions d'un seul tenant en superposant plusieurs couches de matière. Ici, pour les prothèses, on utilise une imprimante 3D laser à liage de poudre. On place des couches de poudre qu'un laser très puissant assemble et colle entre elles. À la fin, à la manière d'un archéologue, on découvre l'objet. Scott DeFelice nous emmène voir la fameuse imprimante 3D. Cette machine est une imprimante laser. Elle est fabriquée par une société appelée EOS. Ce que fait cette machine, c'est fondre de la poudre, couche par couche. Nous vendons un implant médical qui correspond parfaitement au patient. On peut en faire plusieurs en même temps. 1, 2, 3, 4...
Vous voyez les implants, tranche par tranche, couche par couche. Plusieurs heures plus tard, le technicien déterre la prothèse de crâne. Une fois dépoussiéré, l'implant est prêt pour l'étape suivante. La prochaine étape pour nous est d'être sûr que cela va correspondre parfaitement au patient. Pour cela, nous allons utiliser une méthode optique. Nous éclairons l'implant avec ces motifs lumineux qui sont enregistrés par 2 caméras. Nous récoltons ces données et reconstituons l'implant numériquement. Il ne reste plus qu'à comparer le fichier numérique de départ avec celui que nous venons de modéliser. Tant que c'est vert ou bleu, nous pouvons l'envoyer. L'implant est prêt, nous l'emballons correctement et en route pour l'hôpital. Cette prothèse va être implantée sur un patient victime d'un traumatisme crânien suite à un accident de la route. Techniquement, on peut imprimer et remplacer tous les os du corps par une prothèse artificielle. En revanche, certains cas ne peuvent être résolus avec cette technique. Parfois, l'os ne peut être remplacé car la lésion est interne et très localisée. Quand il n'y arrive pas naturellement, l'os a besoin d'être réparé. Les chercheurs développent un traitement révolutionnaire à base de cellules vivantes, les cellules souches. Les cellules souches sont de véritables cellules médicaments, capables de devenir toutes sortes de cellules. Cardiaques, nerveuses, osseuses, musculaires. L'une des sources de cellules souches facilement accessibles dans notre corps est la moelle osseuse. C'est le liquide rouge que l'on voit ici. Situé au niveau de la hanche, la ponction de moelle osseuse est la première étape du traitement. L'hôpital Mondor à Créteil réalise pour la première fois des essais cliniques sur des patients. Suite à un accident de la circulation, Maciej Stanciewicz a souffert d'une sévère fracture du tibia. Malgré une greffe osseuse pratiquée il y a 2 ans, il n'avait toujours pas récupéré l'usage de sa jambe droite. En bénéficiant de ce traitement à base de cellules souches il y a 6 mois, l'espoir est enfin permis. Bonjour. Bonjour. Vous me suivez? Oui. C'est le docteur Alexandre Poignard, chirurgien orthopédiste, qui l'a opéré. Allez, entrez. Merci. Et installez-vous. Alors, on va regarder les radiographies pour voir les progrès réalisés depuis le début. Donc, vous vous souvenez, ça, ce sont les radiographies à l'époque de l'accident. Donc ici, là, nous voyons sur la fracture initiale la zone où il y a un écart entre les différents fragments de la fracture. Et cet écart n'aura jamais réussi à être comblé. On constate sur cette radiographie-là, qui est la dernière que nous ayons réalisée, que cet écart interfragmentaire a été comblé grâce à la greffe et aux cellules souches que nous avons mis en place. Et c'est pour ça qu'il va falloir penser à faire le scanner prochainement pour bien confirmer que l'os qui est ici formé est suffisamment solide et a bien comblé l'ensemble de la perte de substance pour nous permettre d'enlever l'appareillage et à ce moment-là de remarcher sans les béquilles et sans appareillage. Rendre son fauteuil roulant, c'est tout ce qu'attend Maciej. Si cet événement est désormais envisageable, c'est grâce à Pierre Lérolle, directeur de recherche. Son objectif, fabriquer du tissu osseux grâce aux cellules souches pour réparer les fractures. Dans 10% des cas, les fractures ne cicatrisent pas. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a des facteurs peut-être génétiques ou des facteurs traumatologiques qui font que la fracture ne cicatrise pas. Et donc, dans ce cas-là, il faut réintervenir sur le patient. Ici, on le fait avec des cellules souches cultivées. Le problème, c'est le nombre de cellules souches contenues dans la moelle osseuse. Il est infime, moins de 1%. Pierre Lérolle a donc développé ici, au sein de l'établissement français du sang pour la première fois, une nouvelle technique de culture efficace et sécurisée afin de multiplier les cellules souches par millions. Dans ces boîtes de culture, nous avons des cellules souches adultes qui ont été prélevées sur le patient à partir d'une ponction de moelle osseuse. Et le fait de les amplifier en culture permet d'en avoir plusieurs centaines de millions, qui est la dose thérapeutique pour aller cicatriser l'os du patient. Le prélèvement de moelle osseuse du patient contenu dans cette poche
est ensemencé dans une boîte de culture. Les cellules souches y sont baignées dans un milieu spécialement développé pour cette nouvelle thérapie. Cette préparation cellulaire va être mise dans un incubateur à 37 degrés. Et 3 semaines plus tard, des centaines de millions de nouvelles cellules souches voient le jour. Elles pourront être alors utilisées de 2 façons différentes. En injection directe à l'endroit souhaité ou associées à un biomatériau support pour des plus grandes lésions de type fractures ouvertes. Donc après 3 semaines de culture, les cellules ont été multipliées dans cette boîte. On va récupérer ces cellules et les associer au biomatériau. Le biomatériau, ce sont ces petites granules synthétiques proches du minéral osseux. Une fracture ouverte, par exemple, laisse littéralement un trou qu'il faut combler. Pour que les cellules souches ne se disséminent pas dans le corps, elles sont associées aux granules pendant 1 heure au bloc opératoire. Le chirurgien va appliquer cette préparation au niveau du foyer de la fracture pour aider à la cicatrisation. Le scanner était très bien. Le chercheur fait le point avec le médecin. Et entre les 2 hommes, la collaboration est fructueuse. C'est important pour nous, scientifiques, d'être aussi avec les médecins pour pouvoir comprendre leurs problèmes et pour pouvoir développer des solutions faciles à transposer en clinique. Exactement, on a absolument besoin de leur travail pour qu'ils puissent nous délivrer le produit dont nous avons besoin, que nous allons pouvoir restituer aux patients. Et l'optimiser parce qu'il arrive des situations où soit il n'y avait pas assez de cellules souches, soit il manquait quelque chose à l'intérieur, et là on en discute. Ce traitement est toujours en phase de test clinique. Mais d'ici une dizaine d'années, il pourrait être proposé par les chirurgiens à leurs patients de façon plus systématique pour traiter ce genre de pathologie. De retour à l'Institut Fraunhofer, où je suis en compagnie du professeur Joachim Spatz. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Max Planck. Alors on va aborder avec vous les 2 techniques qu'on vient de voir dans le reportage. Mais commençons par la thérapie cellulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, avec des cellules souches, de reconstruire n'importe quelle partie du squelette? On est aujourd'hui capable de prélever des cellules souches du corps d'un patient et on essaye de les reprogrammer de telle sorte qu'elles permettent, par exemple, de remplacer une partie d'os ou de cartilage. Pour ce qui est des organes plus complexes, comme le cœur ou le foie, on est bien plus loin de toucher au but qu'on ne l'est pour l'os ou le cartilage. Aujourd'hui, si moi je me casse la jambe, le tibia, et que ça se répare pas très bien, est-ce que j'ai accès à la thérapie cellulaire? Si vous vous cassez une jambe et êtes par ailleurs en parfaite santé, votre organisme sera en mesure de guérir lui-même cette fracture. Mais si ce n'est pas le cas? Mais si vous avez un accident plus grave et qu'une partie de l'os ne se régénère pas d'elle-même, vous aurez besoin d'une greffe osseuse. Certaines cliniques spécialisées ont d'ores et déjà recours à ce type de thérapie. Et à quelle échéance ça pourrait devenir justement une technique démocratisée ou accessible à tout le monde? Tout dépend de la maladie ou de l'accident en question. Il faut bien se dire qu'il est très difficile de donner un délai précis. Il faudra peut-être attendre 10 ou 20 ans, en tout cas très longtemps, avant que la thérapie cellulaire appliquée aux organes complexes comme le cœur, que nous avons évoqué tout à l'heure, ne devienne une réalité. Est-ce que l'on peut combiner la technique des cellules souches avec celle de l'impression 3D? Pour ce genre de médecine à la carte, on scanne la partie du corps où il manque un bout d'os, ou bien où le cartilage est déchiré, afin de définir la forme, la structure, les dimensions de l'os à remplacer. On peut alors, à l'aide d'une imprimante 3D, reproduire très précisément un greffon parfaitement ajusté. Professeur Spatz, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici et pour toutes ces informations. Vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur le site arte.tv/futurmag. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui se poursuit évidemment sur les réseaux sociaux et sur arte.tv/futurmag. Alors n'hésitez pas à vous y rendre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut, und bis bald.